Bonjour Cécile Rénal. Bonjour Denis Lancel. Merci de nous accueillir dans ton atelier. Alors on s'est connus il y a une dizaine d'années, tu étais en mer, il faut que j'explique. Nous avions, au titre de W, participé à un incroyable projet que tu avais initié, qui était Homme d'équipage. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un mot, puisque là on a la chance de te retrouver à quai. À quai, oui, c'est ça, depuis un moment déjà. Oui, c'était un projet de résidence avec mon travail de sculptrice dans un porte-conteneurs et où la question qui se posait, c'était comment rendre visible l'équipage de ces bateaux que l'on voit passer. On n'est pas loin du Havre, on voit beaucoup de porte-conteneurs passer. Et on ne voit jamais les humains qui font avancer les porte-conteneurs. Voilà. Et donc la question pour moi c'était est-ce qu'on peut aller travailler, devenir invisible à son tour et travailler au milieu de ces hommes invisibles ou de ces femmes et faire le portrait de ces personnes. Donc je suis montée pendant 3 mois. 90 jours et 90 nuits sur ce cargo et j'ai fait partie de ces rotations. Et tu as apporté 1 tonne de terre, je crois, non? Oui, voilà, j'ai embarqué avec 1 tonne de terre, mais la terre c'est vite très lourd, c'est très dense. Et donc 1 tonne de terre, c'est pas énorme en volume. Je vais faire une petite liste à l'après-vert. La prison, la maison de retraite, l'hôpital, le couvent et le cargo, tu viens d'en parler. Peut-être tu peux nous expliciter cette liste qui finalement retrace à grands traits ton parcours artistique et ta spécificité, ta personnalité. Qu'est-ce qui relie l'ensemble de ces stations? Alors il y en a une autre, c'est les réserves d'un musée. Et qu'est-ce qui relie ces différentes espaces? Je pense que c'est l'invisibilité dont on parlait tout à l'heure. Le fait que notre monde est constitué de plusieurs mondes qui ne se côtoient pas forcément et surtout qui ne se connaissent pas forcément et où il y a une grande part d'invisibilité pour les uns et pour les autres d'ailleurs parce que l'invisibilité elle n'est pas réservée à la prison ou à la maison de retraite ou au couvent, mais ce sont des lieux en tout cas de discrétion, de retrait, subi ou choisi, parce que dans le couvent c'est choisi, et moi j'avais trouvé beaucoup d'intérêt à faire le portrait des sœurs hospitalières, ça c'était au Québec. Et qu'est-ce qui te pousse à la rencontre de lieux peu fréquentés? Alors dans les plasticiens peut-être, mais dans les écrivains, chez les cinéastes et les écrivains en particulier, il y a quand même une curiosité qui peut se rendre mobile. Un des moteurs de mon travail, c'était de pouvoir concilier la sculpture, qui est une pratique plutôt sédentaire, avec une curiosité presque maladive du monde. Quand j'étais adolescente, bien avant de faire de la sculpture, je partais en autostop avec une jubilation à, par exemple, rencontrer des camionneurs. Voilà, en sachant qu'il y avait toujours quelques précautions à prendre, mais je parvenais vraiment à rencontrer. Oui, parce que les camionneurs, ils prennent les stoppeurs et les stoppeuses sur des longues distances. Max Meignier, autrefois. Oui. Alors moi, je ne connais pas Max Meignier. Ah, c'était sur RTL. Mais je me souviens, oui, sans doute, quoique. Mais je me souviens de ce goût. On faisait ça avec une amie qui est d'ailleurs devenue réalisatrice de documentaires. On partait, on est monté jusqu'à Berlin en autostop. Voilà. Et moi, j'avais envie de rencontrer mes congénères. Voilà, j'avais envie de plus les gens que les paysages. Il fallait que je trouve des lieux qui puissent accueillir ce goût pour le nomadisme et cette contrainte du poids des choses. Parce que c'est lent et c'est lourd, la sculpture, n'est-ce pas? C'est pas une pratique de photographe qui peut être vif. La sculpture ne peut pas être vive. On va passer au premier chapitre de Flamme, mais avant, je voudrais que tu me parles de la danse. Parce que tu n'es pas que sculptrice. Tu as été danseuse pendant de nombreuses années. Quelle place la danse a occupée dans ce parcours?
Mais une place très importante parce qu'elle m'a fait vivre pendant 20 ans et qu'elle m'a permis d'élever ma fille et qu'elle m'a permis de me sédentariser. Alors curieusement, la danse m'a posée, en Normandie en l'occurrence. Mais le lien entre la danse et la sculpture, il m'apparaît de plus en plus clairement, c'est-à-dire que ce sont deux façons d'appréhender l'espace, la lumière et le mouvement. La sculpture, et ce que je cherche dans mon travail en particulier, c'est finalement une vibration qui recrée un mouvement dans des formes extrêmement statiques, et la danse qui finalement envisage le corps et le mouvement du corps comme une autre façon d'habiter le monde. Et la sculpture, c'est pour moi une façon de questionner aussi le corps de l'autre, le visage de l'autre. Voilà, il y a le corps de la sculpture, le corps de la danse, le corps du monde. Le mien, au milieu de tout ça, il fait ce qu'il peut, enfin voilà. De qui as-tu reçu la flamme ? Alors, je ne peux pas, je n'arrive pas à cibler cette origine, mais je peux rendre hommage à mon histoire familiale et natale, à mes parents, évidemment, voilà, qui soit par leur désir ou par défaut, ont fait qu'à un moment, il m'a été nécessaire d'expérimenter ce geste qui, au départ, était un geste d'une quête, une quête de qui est l'autre. Je ne sais plus qui parle de l'impérieuse nécessité. Il y a eu une impérieuse nécessité contre laquelle j'ai lutté. Et donc j'ai vécu une bonne vingtaine d'années en conflit ouvert avec moi-même, parce que vivre de la sculpture et vivre de son art, quand on n'a pas forcément des ressources en arriéré, c'est un risque, c'est compliqué. Et donc c'était tout un processus de vie et de mort avec lequel je tentais de créer un langage conceptuel en tant que toute jeune artiste, en tout cas étudiante. Parce que je ne pense pas qu'on soit un jeune artiste, même à 20 ans, peut-être Mozart ou quelques exceptions, mais moi je crois qu'il faut beaucoup de temps pour trouver un langage. Pour moi, la notion d'artiste, elle est extrêmement floue actuellement. Tout le monde est artiste. Honnêtement, c'est compliqué. Et je pense surtout que ça te gêne ? C'est le monde qui nous dit qu'on est artiste. Oui. C'est l'autre qui dit que tu es un artiste. Voilà. Donc on me dit que je suis un artiste, ça ne me gêne pas et ça ne me flatte pas. Je suis sûre de mon geste. Je suis sûre de ce que je fais. Je suis sûre que ceci existe indépendamment de moi, au-delà de moi, et peut exister pour toi, et peut exister pour quelqu'un d'autre. Un poème peut faire ça, toute œuvre d'art peut faire ça. Parce que l'art, au départ, c'est travail. Le mot art, l'étymologie du mot art, c'est travail. Alors nous sommes très 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 nombreux sur cette terre à être des artistes. Et la poésie et la littérature, j'étais une croqueuse de livres, la poésie et la littérature m'ont sauvé véritablement de certaines désespérances enfantines et de certaines angoisses adolescentes et m'ont donné envie de vivre en fait. Voilà, donc ça s'est fait à mon insu, c'est-à-dire que je me suis immédiatement mise à faire de la sculpture, quand bien même j'étais rentrée aux Beaux-Arts pour trouver un boulot vaguement créatif. Et mon premier cours d'histoire de l'art en première année était sur Cézanne. Et la prof a abordé Van Gogh. Il y avait un chemin comme ça entre
Van Gogh, les impressionnistes, Cézanne, je ne sais plus dans quel ordre. C'était absolument... comment dire, c'était un choc immense. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai l'impression, autant j'avais tenté de découvrir les mystères du monde en voyageant, autant là, j'avais l'impression que mon champ de perception s'ouvrait c'était s'amplifier considérablement. Et là, j'ai été très déstabilisée. Après ce cours d'histoire de l'art aux Beaux-Arts de Perpignan, là, je me suis dit, mon Dieu, ce monde existe, là, il y a tant de mondes qui s'ouvrent soudain. Voilà. Donc, mais pour avoir cette sorte de... pour que cette chose-là puisse se révéler, il y avait ce rapport à la littérature et à la poésie qui me venait de ma famille. Le deuxième chapitre est consacré à la flamme que tu as et que dont tu souhaites te servir pour éclairer des personnes, éclairer une cause, un combat. Tu as carte blanche. Bon, il y a cette invisibilité, ce désir qui a été très moteur pour moi de mettre en lumière des situations, des vies qui étaient dans l'ombre. Et il y a la flamme très 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 concrète de mon travail, puisque, comme tu le sais, il passe par le feu et par la flamme, et cette flamme fait qu'il passe ou qu'il casse. J'ai un endroit assez archaïque dans ma façon de vivre, et assez primaire, c'est un peu violent parce que mais un peu animal, je dirais. Animal. Je dirais plutôt animal, et j'ai une grande considération pour l'animal, et j'ai une grande considération pour l'animal en nous. Et je pense que nous sommes entre l'animal et le sacré. Et je pense que le rapport que j'ai à mon travail relève par exemple, ce geste de l'enfumage et de la cuisson avec des flammes vraiment que je tente d'apprivoiser. C'est très... je crois que quand on n'aura vraiment plus le droit du tout de chauffer nos mains à un feu de bois, malheur aux humains. Voilà, je crois qu'il y a des choses comme ça très... constitutive de notre âme, de notre humanité. J'ai envie de participer à la flamme du monde. Je crois qu'il y a beaucoup Alimenter le feu. Alimenter le feu, le grand feu qui pourrait être un petit peu plus un feu de joie, et qui est souvent un feu de peine. Un feu de sacrifice et de violence. Ouais. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai toujours fait de ce feu un peu comme une cuisinière finalement, qui parce qu'elle cuit son gâteau, il est beau, et il est fini, et il est mangeable. Qu'est-ce que tu éprouves en faisant un portrait, plutôt que des œuvres abstraites ou des formes géométriques? Cette présence au monde qui lutte un peu contre l'isolement et cette injonction à l'individu roi, et on ne peut pas être un individu tout seul, on ne peut pas exister sans l'autre, et je crois que là aussi il y a un archaïsme très profond, le mystère de nos vies et de notre finitude fait de nous des êtres qui avons besoin de nous raconter, de nous représenter, de représenter cette courte passage sur cette terre, et je viens d'une tradition judéo-chrétienne qui a fait de la représentation humaine un lieu sacré, et j'en viens. Et donc en fait j'ai continué finalement, j'ai relayé, je continue de tenter de représenter quelque chose
qui s'échappe constamment. Et l'autre s'échappe constamment, et je m'échappe constamment, et le temps... C'est une lutte à mort. Mais tu dirais que tes portraits sont sacrés? Ou ont une dimension sacrée? Oui. Oui, parce que j'entends un mot dans sacré. J'entends deux mots. J'entends le sacré. Il y a quelque chose qui crée. Oui, j'entends... C'est dit. Oui. Oui, voilà. Il y a quelque chose qui se crée au moment où tu le fais. Oui, et puis ensuite, entre les sculptures et le regardeur, entre les sculptures et celui qui va visiter les sculptures ou qui va acquérir les sculptures, il y a un lien qui se poursuit, et je trouve que c'est ce lien-là qui est sacré. C'est totémique. Peut-être un dernier mot sur ce chapitre, mais qui est très important, de la révélation. C'est le travail qu'on pourrait peut-être qualifier de thérapeutique, je ne sais pas si le mot est approprié, par rapport à ce que tu as pu faire avec les patients du professeur Corcos. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? C'est-à-dire la sculpture cette fois où tu es, j'allais dire, organisatrice, non pas de cours, mais où tu inities des jeunes en difficulté, on va dire ça comme ça, à la sculpture? Alors c'est pas ça qui s'est passé à l'Institut Montsouris, parce qu'en fait, il n'y avait pas de dimension à proprement parler pédagogique. D'accord. Ça, c'était pas du tout l'endroit. Par contre, le souhait pour l'équipe de soignants, c'était qu'un artiste prêt à se laisser traverser par les difficultés inhérentes à ce lieu, puisse bousculer quelque chose qui permettait ensuite aux soignants de faire de ce bousculement un lieu de thérapie possible, mais pour eux. C'est-à-dire que moi, c'était très très clair que je n'étais pas un thérapeute, que l'art n'est pas thérapeutique. L'art ne sauve de rien, d'ailleurs, si l'art sauvait de quoi que ce soit, le monde ne serait pas là où il est. Un artiste, en tout cas l'artiste que je suis, j'ai expérimenté des souffrances psychiques. Et j'ai expérimenté la violence. J'ai expérimenté les choses qui sont dans ce travail. J'ai expérimenté le secret, j'ai expérimenté le dégoût, l'envie de voilà. Tu as traversé tout ça. Voilà, parce qu'on le traverse tous aussi. Mais ce que moi je pouvais en dire, c'était que mon travail, il existait grâce à, avec et grâce à. Et ça, pour des adolescents très en souffrance, hypersensibles, souvent fort intelligents et fort lucides sur un certain... Oui, très aiguisés. Conditions existentielles aussi, tu vois, c'était des êtres aiguisés, oui. Eh bien, c'était l'idée qu'on peut faire quelque chose de nos peines à vivre. C'est grâce à et pas malgré ça. Et oui, et puis j'en fais ça, c'est-à-dire que je tape pas sur les autres. Et même, je dirais que j'envisage qu'est-ce que c'est taper. Donc, c'est un lieu de transformation, de transfert. Évidemment, là, les psys, ils étaient très, très preneurs. Et puis, j'étais aussi dans un lieu où les psychiatres qui travaillent là-bas sont, pour la plupart d'entre eux, quasiment tous, des grands amateurs d'art, de littérature, et pour qui la psychiatrie, la psychanalyse et l'art sont des lieux de plus grande compréhension de l'âme humaine. Et un psychiatre, il faut bien qu'il se frotte un peu à l'âme humaine, parce que les médicaments, ça ne règle pas les problèmes existentiels. Merci pour tous ces éclairages. On va passer au troisième chapitre, si tu le veux bien, qui est consacré à la flamme qui réchauffe, qui console, qui peut-être donne des raisons d'espérer. Qu'as-tu envie de réchauffer?
Bon bah il y a du boulot. Hein. Il y a tellement de choses à réchauffer, Denis. Il y a tellement... Bon, je ne suis pas d'un optimisme très béat, et pour autant très conscient de la magnifique humanité qui existe aussi, et qui est actuellement à l'œuvre et qui résiste. Elle existe, nous ne sommes pas tous nous ne sommes pas animés que de pulsions de destructivité, de mort, et voilà. Malheureusement, on a l'impression que ce sont ces forces-là qui actuellement l'emportent. Moi, j'ai envie de réchauffer les lieux dans lesquels je vais travailler, les lieux dans lesquels j'expose, mais si nous sommes même une communauté, les êtres vivants, il faut que l'on s'occupe du vivant, de nous, et un peu et du sens. Donc oui, si je peux réchauffer quelque chose, si je peux contribuer à garder un peu de sens au fait de naître, de vivre et de mourir, parce que c'est ça qui est presque tabou actuellement. On meurt plus, quoi. Je crois qu'on ne naît pas humain, on le devient, et je crois que notre humanité est sans cesse à construire, et c'est un métier. Vivre, c'est un travail, c'est un effort faut un peu lire de la poésie, c'est un effort. À un certain moment de notre vie, on n'a pas le temps, on a vraiment autre chose à faire que de lire de la poésie. Se parler, là, c'est un effort, ça demande une disponibilité que tu n'as peut-être pas, je ne sais pas, des déplacements. Toi non plus, d'ailleurs. Moi non plus, d'ailleurs, ou que j'ai, enfin, ou que je donne et que tu donnes. Ouais. Donc, je crois que aimer, c'est un apprentissage. Moi, j'ai toujours cru, je croyais qu'il y avait des choses données, que l'amour, par exemple, d'une mère pour un enfant, c'était donné. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Le monde est plein d'enfants mal aimés, le monde est plein d'enfants abandonnés, le monde est plein de mères qui elles-mêmes ont été très mal aimées et ne sont pas des mères aimantes. Donc en fait, même ça n'est pas... Rien n'est donné. Mais comment on apprend le métier de vivre? Par les autres? Je crois, bon, je veux pas être péremptoire hein, du tout, mais par la conscience que les contingences ne suffisent pas et que la matérialité de l'existence ne nous dit pas tout. Cécile, on achève le parcours de cette flamme par le 4e chapitre qui est cette fois la flamme que tu as envie de transmettre. Tu nous en as déjà abondamment parlé, mais peut-être à qui ou pourquoi ou vers qui as-tu envie de transmettre cette flamme? Finalement, tout ton travail, Cécile dans 15 ans, 20 ans, voilà, quand tu te retourneras par rapport à tout ce parcours, toutes ces rencontres, toutes ces œuvres, exposées à travers le monde, en France, dans le sud de la France, au Havre, etc. Voilà. Qu'est-ce que tu te diras ou qu'est-ce que tu as envie de laisser? Évidemment, j'espère que mon travail, encore une fois, peut contribuer à la beauté du monde. Voilà. Et je crois que la beauté du monde ne pourra pas être contenue dans le métaverse et dans l'univers virtuel que nous vend Elon Musk et ses adeptes. Voilà. Donc, évidemment que tout mon travail s'insurge contre cette virtualisation qu'on essaie de nous vendre, hein, qui rend tout le monde fou, et que j'essaye et que j'espère transmettre à travers la matérialité très formalisée de mon travail, que quelque chose de la poésie, de la fable, de l'histoire qu'on se raconte de tout temps,
finalement, les humains, on s'est raconté des histoires. Donc j'espère que je vais continuer, et que ce travail surtout, va continuer de raconter des histoires. Parce que finalement, cette histoire, c'est Peau d'âne. Il existe en grand. Mais Peau d'âne, tout d'un coup, n'est plus seulement cette fille qui échappe à un père incestueux en se cachant sous la peau d'un âne sanguinolent qui chiait des lingots d'or, mais c'est deux ânes qui ont la même peau. Alors évidemment que j'espère que ce que contient voilà, pourra continuer d'être interprété à l'infini et de manière différenciée par le spectateur qui la regarde. Parce que moi, je l'ai envisagé comme ça, mais finalement, ce qui est intéressant dans un travail, c'est que chacun puisse se raconter son histoire. C'est comme les contes, ça, en fait. Merci Cécile de nous avoir donné vie. À tout bientôt. Merci beaucoup Denis. Au revoir Cécile. À bientôt.